Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer au chapitre numéro 12 du livre Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau et c'est le 12 novembre. J'ai dit que je parlerai de Monsieur Xavier, le souvenir de ce gamin me poursuit, me trotte par la tête souvent. Parmi tant de figures, la sienne est une de celles qui me reviennent le plus à l'esprit. J'en ai parfois des regrets et parfois des colères. Il était tout de même joliment drôle et joliment vicieux, monsieur Xavier, avec sa figure chiffonnée, effrontée et toute blonde. Ah, la petite canaille, vrai, on peut dire de lui qu'il était de son époque. Un jour, je fus engagée chez Madame de Tarve, rue de Varennes, une chouette maison, un train élégant et de beaux gages, 100 francs par mois, blanchis, et le vin et tout. Le matin que j'arrivai bien contente dans ma place, madame me fit entrer dans son cabinet de toilette. Un cabinet de toilette épatant, tendu de soie crème, et madame une grande femme, extrêmement maquillée, trop blanche de peau, trop rouge de lèvres, trop blonde de cheveux, mais jolie encore, froufroutante, et une prestance et un chic. Pour ça, il n'y avait rien à dire. Je possédais déjà un œil très sûr, rien que de traverser rapidement un intérieur parisien, je savais en juger les habitudes, les mœurs, et bien que les meubles mentent autant que les visages, il était rare que je me trompasse. Malgré l'apparence somptueuse et décente de celui-là, je sentis tout de suite la désorganisation d'existence, les liens rompus, l'intrigue et la hâte, la fièvre de vivre, la saleté intime et cachée. Pas assez cachée, toutefois, pour que je n'en découvrisse point l'odeur, toujours la même. Il y a aussi dans les premiers regards échangés entre les domestiques nouveaux et les anciens une espèce de signe mélancolique, spontané et involontaire le plus souvent qui vous met aussitôt au courant de l'esprit général d'une maison. Comme dans toutes les autres professions, les domestiques sont très jaloux les uns des autres et se défendent férocement contre les intrusions nouvelles. Moi aussi, je suis pourtant si facile à vivre, j'ai subi ces jalousies et ces haines, surtout de la part des femmes que ma gentillesse est enragée. Mais pour la raison contraire, les hommes, il faut que je leur rende cette justice, m'ont toujours bien accueilli. Dans le regard du valet de chambre qui m'avait ouvert la porte chez madame de Tarve, j'avais lu nettement ceci. C'est une drôle de boîte, des hauts et des bas. On n'y a guère de sécurité. Mais on y rigole tout de même. Tu peux entrer, ma petite. En pénétrant dans le cabinet de toilette, j'étais donc préparée dans la mesure de ces impressions vagues et sommaires à quelque chose de particulier. Mais je dois en convenir, rien ne m'indiquait ce qui m'attendait réellement là-dedans. Madame écrivait des lettres, assise devant un bijou de petit bureau. Une grande peau d'astracan blanc servait de tapis à la pièce. Sur les murs de soie crème, je fus frappée de voir des gravures du XVIIIe siècle plus que libertines, presque obscènes, non loin des mots très anciens, figurant des scènes religieuses. Dans une vitrine, une quantité de bijoux anciens, d'ivoire, de tabatières à miniatures, de petits sacs galants d'une fragilité délicieuse. Sur une table, des objets de toilette très riches, or et argent. Un petit chien à vanne claire, boule de poils soyeux et luisants, dormait sur la chaise longue entre deux coussins de soie mauve. Madame me dit, Célestine, n'est-ce pas? Ah, je n'aime pas du tout ce nom. Je vous appellerai Marie. En anglais, Mary. Vous vous conviendrez? Vous vous souviendrez? Mary, oui, c'est plus convenable. C'est dans l'ordre. Nous, autres, nous n'avons même pas le droit d'avoir un nom à nous. Parce qu'il y a dans toutes les maisons des filles, des cousines, des chiennes, des perruches qui portent le même nom que nous. Bien, madame, répondis-je. Savez-vous l'anglais, Mary? Non, madame, je l'ai déjà dit à madame. Ah, c'est vrai, je le regrette. Tournez-vous un peu, Mary, que je vous vois. Elle m'examina dans tous les sens, de face, de dos, de profil, murmurant de temps en temps « Allons, elle n'est pas mal, elle est assez bien. »
Et brusquement, dites-moi, Mary, êtes-vous bien faite, très bien faite? Cette question me surprit et me troubla. Je ne saisissais pas le lien qu'il y avait entre mon service dans la maison et la forme de mon corps. Mais sans attendre ma réponse, madame dit, se parlant à elle-même et promenant de la tête aux pieds sur toute ma personne son face à main. Oui, elle a l'air assez bien faite. Ensuite, s'adressa directement à moi avec un sourire satisfait. Voyez-vous, Mary, m'expliqua-t-elle, je n'aime avoir auprès de moi que des femmes bien faites. C'est peu convenable. Je n'étais pas au bout de mes étonnements. Continuant de m'examiner minutieusement, elle s'écria tout à coup. Ah, vos cheveux! Je désire que vous vous coiffez autrement. Vous n'êtes pas coiffé avec élégance. Vous avez de beaux cheveux. Il faut les faire valoir. C'est très important, la chevelure. Tenez, comme ça, dans ce goût-là. Elle m'ébouriffa un peu les cheveux sur le front, répétant « Dans ce goût-là, elle est charmante. Regardez, Mary, vous êtes charmante, c'est plus convenable. » Et pendant qu'elle me tapotait les cheveux, je me demandais si madame n'était point un peu loufoque ou si elle n'avait point des passions contre nature, vrai, et ne m'eût plus manqué que cela. Quand elle eut fini, contente de mes cheveux, elle m'interrogea. « Est-ce là votre plus belle robe ?»« Oui, madame. »« Elle n'est pas bien, votre plus belle robe. Je vous en donnerai des miennes, que vous arrangerez. Et vos dessous ?» Elle souleva ma jupe et la retourna légèrement. « Oui, je vois, fit-elle. Ce n'est pas ça du tout. Et votre linge est-il convenable ?» Agacée par cette inspection violatrice, je répondis d'une voix sèche. « Je ne sais pas ce que madame veut dire par convenable. Montrez-moi votre linge. Allez, ma chère. Allez me chercher votre linge. » Et marchez un peu. Encore, revenez, retournez, et marche bien, elle a du chic. Dès qu'elle vit mon linge, elle fit une grimace. Oh, ces toiles, ces bas, ces chemises, quelle horreur! Et ce corset! Je ne veux pas voir ça chez moi. Je ne veux pas que vous portiez ça chez moi. Tenez, Mary, aidez-moi. Elle ouvrit une armoire de laque rose, tira un grand tiroir qui était plein de chiffons odorants et dont elle vida le contenu pêle-mêle sur le tapis. Prenez ça, Mary. Prenez tout ça. Vous verrez, il y a des points à refaire, des arrangements, des petits raccommodages. Vous les ferez. Prenez tout ça et il y a un peu de tout. Il y a de quoi vous monter une jolie garde-robe, un trousseau convenable. Prenez tout ça. Il y avait de tout en effet. Des corsets de soie, des bas de soie, des chemises de soie et de fine batiste, des amours de pantalons, de délicieuses gorgettes, des jupons fanfreluchés, une odeur forte, une odeur de peau d'Espagne, de frangipane, de femmes soignées, une odeur d'amour afin de se lever de ces chiffons amoncelés dont les couleurs tendres, effacées ou violentes chatoyaient sur le tapis comme une corbeille de fleurs dans un jardin. J'en revenais pas, je demeurais toute bête, contente et gênée à la fois devant cet tas d'étoffes roses, mauves, jaunes, rouges, où restaient encore des bouts de ruban au ton plus vif, des morceaux de dentelle délicate, et madame remuait ses défroques toujours jolies, ses 12 sous à peine passés, me les montrait, me les choisissait, en me faisant des recommandations, en m'indiquant ses préférences. J'aime que les femmes qui me servent soient coquettes, élégantes, qu'elles sentent bon. Vous êtes brune, voici un jupon rouge qui vous ira à merveille. D'ailleurs, tout vous ira très bien. Prenez tout. J'étais dans un état de stupéfaction profonde. Je ne savais que faire. Je ne savais que dire. Machinalement, je répétais « Merci, madame, que madame est bonne. Merci, madame. » Mais madame ne laissait pas à mes réflexions le temps de se préciser. Elle parlait, tour à tour, familière, impudique, maternelle, maquerelle, et si étrange. C'est comme la propreté, mais les soins du corps, les toilettes secrètes. Oh, j'y tiens par-dessus tout. Sur ce chapitre, je suis exigeante jusqu'à la manie. Elle entra dans des détails intimes, insistant toujours sur ce mot convenable qui revenait sans cesse sur ses lèvres à propos de choses qui ne l'étaient guère. Du moins, il me le semblait. Comme nous terminions le tri de chiffons, elle me dit « Une femme,
N'importe quelle femme doit être toujours bien tenue. Du reste, Mary, vous ferez comme je fais. C'est un point capital. Vous prendrez un bain demain, je vous indiquerai. Ensuite, madame me montra sa chambre, ses armoires, ses penderies, la place de chaque côté, me mit au courant du service avec des réflexions qui me paraissaient drôles et pas naturelles. Maintenant, dit-elle, allons chez monsieur Xavier. Vous ferez aussi le service de monsieur Xavier, c'est mon fils, mais... Bien, madame. Le chambre de monsieur Xavier était situé à l'autre bout du vaste appartement, une coquette chambre tendue du drap bleu relevé de passementerie jaune. Au mur, des gravures anglaises en couleurs représentant des sujets de chasse, de course, des attelages, des châteaux. Un porte-canne tenait le milieu d'un panneau, véritable panoplie de cannes avec un corps de chasse au milieu, flanqué de 2 trompettes de mêles entrecroisées. Sur la cheminée, entre beaucoup de bibelots, de boîtes de cigares, de pipes, une photographie de joli garçon tout jeune, sans barbe encore, physionomie insolente, 2 gommeux précoces, grasses, douteuses de filles et qui me plut. C'est monsieur Xavier, présenta madame. Je ne pus m'empêcher de m'écrier avec trop de chaleur, sans doute. Oh, qu'il est beau garçon. Eh bien, Mary, fit madame. Je vis que mon exclamation ne l'avait pas fâchée, car elle avait souri. Monsieur Xavier est comme tous les gens, me dit-elle. Il n'a pas beaucoup d'ordre. Il faudra que vous en ayez pour lui, et que sa chambre soit parfaitement tenue. Vous entrerez chez lui tous les matins à 9 heures. Vous lui porterez son thé à 9 heures. Vous entendez, à 9 heures, vous entendez, Mary? Quelquefois, monsieur Xavier rentre tard et vous recevra peut-être mal, mais cela ne fait rien. Un jeune homme doit être réveillé à 9 heures. Elle me montre où l'on mettait le linge de monsieur Xavier, ses cravates, ses chaussures, accompagnant chaque détail dans... Mon fils est un peu vif, mais c'est un charmant enfant. Ou bien, savez-vous plier les pantalons? Oh, monsieur Xavier tient à ses pantalons par-dessus tout. Quant au chapeau, il fut convenu que je n'avais pas à m'en occuper et que c'était le valet de chambre à qui appartenait la gloire de leur donner le coup de fer quotidien. Je trouvais extrêmement bizarre que dans une maison où il y avait un valet de chambre, ce fût moi que madame chargerait de service de monsieur Xavier. C'est rigolo, mais ce n'est peut-être pas très convenable, me dis-je, parodiant le mot que répétait constamment ma maîtresse à propos de n'importe quoi. Il est vrai que tout me paraissait bizarre dans cette bizarre maison. Le soir, à l'office, j'appris bien des choses. Une boîte extraordinaire, me dit-on. Ça étonne d'abord, et puis on s'y fait. Des fois, il n'y a pas un sou dans toute la maison. Alors madame va, vient, court, repart et rend nerveuse, exténuée des gros mots plein la bouche. Monsieur, lui, ne quitte pas le téléphone. Écrit, menace, supplie, fait le diable dans l'appareil, il est huissier. Souvent, il est arrivé que le maître d'hôtel fut obligé de donner de sa poche des acomptes à des fournisseurs furieux qui ne voulaient plus rien livrer. Un jour de réception, on leur coupa l'électricité et le gaz. Et puis tout d'un coup, c'est la pluie d'or. La maison regorge de richesses. D'où vient-elle? Ça, par exemple, on ne le sait pas trop. Quant aux domestiques, ils attendent des mois et des mois leur gage. Mais ils finissent toujours par être payés, seulement au prix de quelles scènes, de quels engueulements, de quelles chamailleries. C'est à ne pas croire. Ah, vrai, j'étais bien tombée, et il était à ma chance pour une fois que j'avais de forts gages. Monsieur Xavier n'est pas encore rentré cette nuit, dit le valet de chambre. Oh, fit la cuisinière en me regardant avec insistance, il rentrera peut-être maintenant. Et le valet de chambre raconta que le matin même, un créancier de monsieur Xavier était venu encore faire du potant. Cela devait être bien malpropre, car monsieur avait filé doux et il avait dû payer une forte somme, au moins 4000 francs. Monsieur était joliment furieux, ajouta-t-il. Je l'ai entendu qui disait à madame, ça ne peut pas durer. Il nous déshonora. La cuisinière, qui semblait avoir beaucoup de philosophie, haussa les épaules. Les déshonorer, dit-elle en ricanant. Ils s'en fichent un peu.
Ces deux pays qui les embêtent. Cette conversation me met mal à l'aise. Je compris vaguement qu'il pouvait y avoir un rapport entre les chiffons de madame, les paroles de madame et monsieur Xavier, mais lequel exactement? Ces deux pays qui les embêtent. Je dormis très mal cette nuit-là, poursuivie par d'étranges rêves, impatiente de voir monsieur Xavier. Le valet de chambre n'avait pas menti, une drôle de boîte en vérité. Monsieur était dans les pèlerinages, je ne sais pas quoi, hein, au juste, hein, quelque chose comme président ou directeur, et racolait des pèlerins où il pouvait, parmi les juifs, les protestants, les vagabonds, même parmi les catholiques et une fois l'an, et conduisait ces gens-là à Rome, à Lourdes, à Paris l'aumonial, non sans tapage et sans profit, bien entendu. Le pape n'y voyait que du feu, et la religion triomphait. Monsieur s'occupait aussi d'œuvres charitables et politiques. Ligue contre l'enseignement laïque, ligue contre les publications obscènes, société des bibliothèques amusantes et chrétiennes, association des biberons congréganistes pour l'allaitement des enfants et d'ouvriers. Est-ce que je sais? Il présidait des orphelinats, des alumnats, des ouvroirs, des cercles, des bureaux de placement et présidait de tout. Il en avait des métiers. C'était un petit bonhomme rondelé, très vif, très soigné, très rasé, dont les manières à la fois doucereuses et cyniques étaient celles d'un prêtre malin et rigolo. On parlait de lui et de ses œuvres dans les journaux quelquefois. Naturellement, les uns exaltaient ses vertus humanitaires et sa beauté sainteté d'apôtre, les autres le traitaient de vieille fripouille et de sale canaille. À l'office, nous nous amusions beaucoup de ces querelles, quoique ce soit assez chic et flatteur de servir chez des maîtres dont on parle dans les journaux. Toutes les semaines, monsieur donnait un grand dîner suivi d'une grande réception où venaient des célébrités de toutes sortes, des académiciens, des sénateurs réactionnaires, des députés catholiques, des curés protestataires, des moines intrigants, des archevêques. Il y en avait un, surtout qu'on soignait d'une façon spéciale, un très vieil assomptionniste. Le père, je ne sais qui, bonhomme paplard et venimeux, qui disait toujours des méchancetés avec des airs contrits et dévots. Et partout dans chaque pièce, il y avait des portraits du pape. Ah, il a dû en avoir de raides dans cette maison, le Saint-Père. Moi, il ne me revenait pas, monsieur. Il faisait trop de choses, il aimait trop de gens, encore ignorait-on la moitié des choses qu'il faisait et des gens qu'il aimait. Sûrement c'était un vieux farceur. Le lendemain de mon arrivée, comme je l'aidais dans l'antichambre à endosser son pardessus, « Est-ce que vous êtes de ma société ?» me demanda-t-il. « La société des servantes de Jésus ?»« Non, monsieur. Il faut en être. C'est indispensable, je vais vous inscrire. » « Merci, monsieur. Puis-je demander à monsieur ce que c'est que cette société ?»« Une société admirable, qui recueille et éduque chrétiennement les filles mères. »« Mais, monsieur, je ne suis pas une fille mère. Ça ne fait rien. Il y a aussi les femmes qui sortent de prison. Il y a les prostituées repenties. Et il y a un peu de tout. Je vais vous inscrire. » Il retira de sa poche des journaux soigneusement pliés et me les tendit. Cachez ça. Lisez ça. Quand vous serez seul, c'est très curieux. Il me prit le menton, lisant avec un léger claquement de langue. « Hein, mais elle est drôlette, cette petite. Elle est, ma foi, très drôlette. » Quand monsieur fut parti, je regardais les journaux qu'il m'avait laissés. C'était le fin du siècle, rigolo, les petites femmes de Paris, des saletés, quoi. Ah, les bourgeois, quelle comédie éternelle. J'en ai vu et des plus différents. Ils sont tous pareils. Ainsi, j'ai servi chez un député républicain. Celui-là passait son temps à déblatérer contre les prêtres. Un crâneur. Fallait voir. Il ne voulait pas entendre parler de la religion, du pape, de bonnes sœurs. Si on l'avait écouté, on eût renversé toutes les églises, fait sauter tous les couvents. Eh bien, le dimanche, il allait à la messe en cachette, dans des paroisses éloignées,
Au moindre bobo, il faisait appeler les curés et tous ses enfants étaient élevés chez les jésuites. Jamais il ne consentit à revoir son frère qui avait refusé de se marier à l'église. Tous hypocrites, tous lâches, tous dégoûtants, chacun dans leur genre. Madame de Trave avait des œuvres, elle aussi présidait des comités religieux, des sociétés des bienfaisances, organisait des ventes de charité. C'est-à-dire qu'elle n'était jamais chez elle, et la maison allait comme elle pouvait. Très souvent, madame rentrait en retard, venant le diable c'est doux, par exemple, c'est dessous défait, le corps tout imprégné d'une odeur qui n'était pas la sienne. Ah, je les connaissais, ces rentrées-là. Elle m'avait tout de suite appris le genre d'œuvre auquel se livrait madame et qui se passait de drôles de micmacs dans ses comités. Mais il était gentil avec moi. Jamais un mot brusque, jamais un reproche. Au contraire, elle se montrait familière, presque camarade, au point que, parfois, oubliant elle sa dignité, moi mon respect, nous disions ensemble des bêtises et de raides. Elle me donnait des conseils pour l'arrangement de mes petites affaires, encourageait mes goûts de coquetterie, m'inondait de glycérine, de peau d'Espagne, m'enduisait les bras de cold cream, me saupoudrait de poudre de riz et durant ces opérations elle répétait: Voyez-vous, Mary, il faut qu'une femme soit bien tenue, qu'elle ait la peau blanche et douce. Vous avez une jolie figure et il faut savoir l'entourer. Vous avez un très beau buste, il faut le faire valoir. Vos jambes sont superbes, il faut pouvoir les montrer, c'est plus convenable. J'étais contente, pourtant au fond de moi une inquiétude, d'obscurs soupçons demeuraient. Je ne pouvais oublier les histoires surprenantes que l'on me racontait à l'office. Quand j'y faisais l'éloge de madame et que j'énumérais ses bontés pour moi, oui, oui, disait la cuisinière, allez toujours, c'est la fin qu'il faut voir. Ce qu'elle veut, c'est que vous couchiez avec son fils pour que ça le retienne davantage à la maison et que ça leur coûte moins d'argent à ses grigous. Elle a déjà essayé avec d'autres allées. Elle a même attiré des amis chez elle, des femmes mariées, des jeunes filles, oui, des jeunes filles, la salope. Seulement, monsieur Xavier n'y coupe pas. Il est mieux les cocottes, cet enfant. Vous verrez, vous verrez. Et elle ajoutait avec une sorte de regret haineux: Moi, à votre place, ce que je les ferais casquer, je me gênerais peut-être. Ces paroles me rendaient un peu honteuse vis-à-vis des camarades de l'office, mais pour me rassurer, j'aimais mieux croire que la cuisinière fût jalouse de l'évidente préférence que madame me marquait. J'allais tous les matins à 9 heures ouvrir les rideaux et apporter le thé chez monsieur Xavier, c'est drôle. J'entrais toujours dans sa chambre avec un battement au cœur, une forte appréhension. Il fut longtemps sans faire attention à moi. Je tournais de ci, je tournais de là, préparais ses affaires, sa toilette, m'efforçant à paraître gentille dans tout mon avantage. Lui ne m'adressait la parole que pour se plaindre d'une voix grincheuse et mal réveillée qu'on le dérangea trop tôt. Je fus dépitée de cette indifférence et je redoublai de coquetterie silencieuse et choisie. Je m'attendais chaque jour à quelque chose qui n'arrivait pas, et ce mutisme de M. Xavier, ce dédain pour ma personne méritait au plus haut point. Qu'aurais-je fait si cela que j'attendais fût arrivé? Je ne me le demandais pas. Ce que je voulais, c'est que cela arrivât. M. Xavier était réellement un très joli garçon, plus joli encore que ne le montrait sa photographie. Une légère moustache blonde, deux petits arcs d'or dessinaient mieux que sur son portrait ses lèvres dont la pulpe rouge et charnoux appelait le baiser. Ses yeux d'un bleu clair pailletés de jaune avaient une fascination étrange, ses mouvements une indolence, une grâce lasse et cruelle de fille ou de jeune fauve. Il était grand, élancé, très souple, d'une élégance ultramoderne, d'une séduction puissante par tout ce qu'on sentait en lui et de cynique et de corrompu. Outre qu'il m'avait plu dès le premier jour et que je le désirais pour lui-même,
Sa résistance, ou plutôt son indifférence, fait que ce désir devient bien vite plus que du désir de l'amour. Un matin, je trouvais M. Xavier réveillé, hors du lit, les jambes nues. Il avait, je me souviens, une chemise de soie blanche à pois bleus. Un de ses talons portant sur le rebord du lit, l'autre posé sur le tapis, et il en résultait une attitude entièrement révélatrice qui n'était pas de plus décente. Pudiquement, je voulus me retirer, mais il me rappela. Eh bien quoi? Entre donc. Est-ce que je te fais peur? Tu n'as donc jamais vu un homme? Il ramena sur son genou levé un pan de sa chemise et les deux mains croisées sur sa jambe, le corps balancé. Il m'examina longuement, effrontement, pendant que, avec des mouvements harmonieux et lents, et rougissant un peu, je déposai le plateau sur la petite table près de la cheminée. Et comme s'il me voyait réellement pour la première fois. Mais tu es une très chic fille, me dit-il. Depuis combien de temps es-tu donc ici? Depuis 3 semaines, monsieur. Ça, c'est épatant. Qu'est-ce qui est épatant, monsieur? Ce qui est épatant, c'est que je n'ai pas encore remarqué que tu fusses une si belle fille. Il étira ses deux jambes, les allongea vers le tapis, se donna une claque sur la cuisse qu'il avait blanche et ronde, aussi ronde et aussi blanche que des cuisses de femme. Viens ici, fit-il. Je m'approchai un peu tremblante, sans une parole. Il me prit par la taille, me renifla, me força à m'asseoir près de lui, sur le rebord du lit. Oh, monsieur Xavier, soupirai-je, en me débattant mollement. Finissez, je vous en prie. Si vos parents vous voyaient. Mais il se mit à rire. Mes parents? Oh, tu sais, mes parents, j'en ai soupé. C'était un mot qu'il avait comme ça. Quand on lui demandait quelque chose, il répondait j'en ai soupé. Et il avait soupé de tout. Afin de retarder un peu le mouvement de la suprême attaque, car ses mains sur mon corsage devenaient impatientes, envahissantes, je questionnais. Il y a une chose qui m'intrigue, monsieur Xavier. Comment se fait-il qu'on vous voit jamais au dîner de madame? Tu ne voudras pas mon chou? Ah, non, tu sais, il me rase les dîners de madame. Et comment se fait-il, insistai-je, que votre chambre soit la seule pièce de la maison où il n'y ait pas de portrait du pape? Cette observation le flatta et répondit: mais mon petit bébé, je suis anarchiste, moi. La religion, les jésuites, les curés, ah non, je les ai assez vus, j'en ai soupé. Une société composée de gens comme papa et comme maman, ah, tu sais, n'en faut plus. Maintenant, je me sentais à l'aise avec monsieur Xavier, qui je retrouvais avec les mêmes vices, l'accent traînant des voyous de Paris. Il me semblait que je le connaissais depuis des années et des années. À son tour, il m'interrogea. Dis-moi, est-ce que tu marches avec papa? Votre père? M'écriai-je, simulant d'être scandalisé. Ah, monsieur Xavier a un si saint homme. Son rire redoubla et éclata tout à fait. Papa, papa. Mais il couche avec toutes les bonnes ici, papa. C'est sa toquade. Les bonnes. Il n'y a plus que les bonnes qui l'excitent. Alors, tu n'as pas encore marché avec papa? Tu m'épates. Ah non, répliquai-je. Rien, moi aussi. Seulement, il m'apporte le fin de siècle, le rigolo, les petites femmes de Paris. Cela le mit en délire de joie et pouffant davantage. Papa, s'écria-t-il. Non, il est épatant, papa. Et lancé, désormais, il débita sur un ton comique. C'est comme maman. Hier, elle m'a encore fait une scène. Je la déshonore. Elle et papa, ainsi tu crois, et la religion et la société et tout, c'est tordant. Alors je lui déclarai, ma petite mère chérie, c'est entendu, je me rangerai. Le jour où tu auras renoncé à avoir des amants, taper un, ça la fait taire. Ah non, tu sais, ils m'assomment, mes auteurs. J'en ai soupé de leurs histoires. À propos, tu connais bien Fumeau? Non, monsieur Xavier. Mais si, un petit Fumeau, je vous assure, un gros tout jeune, très rouge, figure ultra chic, les plus beaux attelages de Paris. Fumeau.
Voyons 3 millions de rentes, tartelette cabri. Mais si, tu le connais. Puisque je ne le connais pas, tu m'épates. Tout le monde le connaît, voyons. Le biscuit fumeau, hein. Celui qui a eu son conseil judiciaire il y a 2 mois. Y es-tu? Pas du tout, je vous jure, monsieur Xavier. N'importe, petite dinde. Eh bien, j'en ai fait une bonne avec Fumon, l'année dernière. Une très bonne, devine quoi? Tu ne devines pas? Comment voulez-vous que je devine puisque je ne le connais pas? Eh bien voilà, mon petit bébé Fumon, je l'ai mis avec ma mère. Parole, c'était trouvé, hein. Et le plus drôle, c'est que maman, en 2 mois, a fait casquer Fumon de 300 000 balles. Et papa, donc, pour ses œuvres. Ah, ils ont le truc. Ils la connaissent. Sans ça, la maison sautait. On était à bout de dettes. Les curés eux-mêmes ne voulaient plus rien savoir. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Je dis, monsieur Xavier, que vous avez une drôle de façon de traiter la famille. Que veux-tu, mon chou? Je suis anarchiste, moi. La famille, j'en ai soupé. Pendant ce temps-là, elle avait dégrafé mon corsage, un ancien corsage de madame qui me essayait à ravir. Oh, monsieur Xavier, vous êtes une petite canaille, c'est très mal. J'essayais pour la forme de me défendre. Tout d'un coup, il mit doucement sa main sur ma bouche. Tais-toi, fit-il, et me renversant sur le lit. Oh, comme tu sens bon, chuchota-t-il. Petite putain, tu sens maman. Ce matin-là, madame fut particulièrement gentille avec moi. Je suis très contente de votre service, me dit-elle. Mary, je vous augmente de 10 francs. Si chaque fois elle m'augmente de 10 francs, songeai-je. Alors ça va bien, c'est plus convenable. Ah, quand je pense à tout cela, moi aussi j'en ai soupé. La passion, ou plutôt la toquade de monsieur Xavier ne dura pas longtemps. Il eut vite soupé de moi. Pas une minute du reste, je n'avais eu le pouvoir de le retenir à la maison. Plusieurs fois, en entrant dans sa chambre le matin, je trouvais la couverture intacte et le lit vide. Monsieur Xavier n'était pas rentré de la nuit. La cuisinière le connaissait bien et elle avait dit vrai. Il aime mieux les cocottes, cet enfant. Il allait à ses habitudes, à ses plaisirs coutumiers, à ses noces comme auparavant. Ces matins-là, j'éprouvais au cœur un sermon douloureux, et toute la journée j'étais triste. Le malheur en tout cela est que M. Xavier n'avait point de sentiments. Il n'était pas poétique comme M. Georges. En dehors de la chose, je n'existais pas pour lui. La chose faite est la chose faite. Va te promener. Il ne m'accordait plus la moindre attention. Jamais il ne m'adressa une parole. Émue ou gentille, comme en ont les amoureux dans les livres et dans les drames. D'ailleurs, elle n'aimait rien de ce que j'aimais. Il n'aimait pas les fleurs, à l'exception des gros œillets dont il parlait la boutonnière de son habit. C'est si bon, pourtant, de ne pas toujours penser à la bagatelle, de se murmurer des choses qui caressent le cœur, s'échanger des baisers désintéressés, de se regarder durant des éternités dans les yeux. Mais les hommes sont des êtres trop grossiers, ils ne sentent pas ces joies-là, ces joies si pures et si bleues, et c'est grand dommage. Monsieur Xavier, lui, ne connaissait que le vice, ne trouvait de plaisir que dans la débauche. En amour, tout ce qui n'était pas vice et débauche le rasait. Ah non, tu sais, c'est rasant. J'en ai soupé de la poésie. La petite fleur bleue, faut laisser ça à papa. Quand il était assouvi, je redeviens instantanément la créature impersonnelle, la domestique à qui il donnait des ordres et qu'il rudoyait de son autorité de maître, de sa blague cynique et de gamin. Je passais sans transition de l'état de bête d'amour à l'état de bête de servage, et il me disait souvent avec un rire du coin de la bouche, un affreux rire ainsi qui me froissait et m'humiliait. Et papa, vrai? Tu n'as pas encore couché avec papa? Tu m'étonnes. Une fois, je n'eus pas la force de dissimuler mes larmes. Elles m'étouffaient. Monsieur Xavier se fâcha. Ah bon, tu sais, ça c'est le comble du rasoir. Des larmes, des scènes. Faut rentrer ça, mon chou. Ou sinon, bonsoir, j'en ai soupé de ces bêtises-là. Moi, quand je suis encore sous le frisson de bonheur, j'aime à retenir dans mes bras longtemps le petit homme qui me l'a donné.
Après les secousses de la volupté, j'ai besoin, un besoin immense, impérieux de cette détente chaste, de cette pureté étreinte, de ce baiser qui n'est plus la morsure sauvage de la chair, mais la caresse idéale de l'âme. J'ai besoin de montrer de l'enfer de l'amour, de la frénésie du spasme, dans le paradis de l'extase, dans la plénitude, dans le silence délicieux et candide de l'extase. Monsieur Xavier, lui, avait soupé de l'extase. Tout de suite, il s'arrachait à mes bras, à cette étreinte, à ce baiser qui lui devenait physiquement intolérable. Il semblait vraiment que nous n'eussent rien mêlé de nous en nous, que nos sexes, que nos bouches, que nos âmes n'eussent pas été un instant confondus dans le même cri, dans le même oubli, dans la même mort merveilleuse. Et voulant le retirer sur ma poitrine, entre mes jambes nerveusement nouées aux siennes, il se dégageait, me repoussait brutalement, sautait du lit. Ah non, tu sais, elle est mauvaise. Il allumait une cigarette. Rien ne m'était pénible comme de voir que je n'eusse pas laissé la moindre trace d'affection, pas la plus petite tendresse dans son cœur, bien que je me pliasse à tous les caprices de sa luxure, que j'acceptasse à l'avance, que je devançasse même toutes ses fantaisies. Et Dieu sait s'il en avait d'extraordinaire, Dieu sait s'il en avait d'effrayantes. Ce qu'il était corrompu, ce morveux, pire qu'un vieux, plus inventif et plus féroce dans la débauche qu'un sénile impuissant ou un prêtre satanique. Cependant, je crois que je l'aurais aimé, la petite canaille, que je me serais dévouée à lui malgré tout comme une bête. Aujourd'hui encore, je songe avec des regrets à sa frimousse effrontée, cruelle et jolie, à sa peau parfumée, à tout ce que sa luxure avait d'atroce et d'exaltant tour à tour. Et j'ai souvent sur mes lèvres, où tant de lèvres depuis auraient dû l'effacer, le goût acide, la brûlure de son baiser. Ah, monsieur Xavier. Un soir, avant le dîner, comme il rentrait pour s'habiller, Dieu qu'il était gentil en habit, et que je disposais avec soin de ses affaires dans le cabinet de toilette, il me demanda sans un embarras, sans une hésitation, presque sur un ton impératif, de même qu'il m'eût demandé de l'eau chaude. « Est-ce que tu as 5 louis ? J'ai absolument besoin de 5 louis ce soir. Je te les rendrai demain. Précisément, madame m'avait payé mes gages le matin, le savait-il ? Je n'ai que 90 francs, répondis-je un peu honteuse de sa demande, peut-être honteuse surtout, je crois, de ne pas posséder toute la somme qu'il me demandait. Ça ne fait rien, dit-il, va me chercher ces 90 francs, je te les rendrai demain. Il prit l'argent, me remercia par un c'est bon, sec et bref, qui me glaça le cœur, puis me tendant son pied d'un mouvement brutal. Noue les cordons de mes souliers, ordonna-t-il insolemment. Vite, je suis pressé. Je le regardai tristement en pleurant. Alors vous ne dînez pas ici ce soir, monsieur Xavier ? Non, je dîne en ville, dépêche-toi. Ah non, ces cordons, je gémis. Alors vous allez encore faire la noce avec de sales femmes ? Et vous ne rentrerez pas de la nuit ? Et moi, toute la nuit, je vais pleurer, ça n'est pas gentil, monsieur Xavier. Sa voix devint dure et tout à fait méchante. Si c'est pour me dire ça que tu m'as prêté tes 90 francs, tu peux les reprendre, reprends-les. Non, non, soupirai-je. Vous savez bien que ce n'est pas pour ça. Eh bien, fiche-moi la paix. Il eut vite fini d'être habillé, et il partit, sans m'embrasser, sans me dire un mot. Le lendemain, il ne fut pas question de me rendre l'argent, et je ne voulus pas le réclamer. Ça me faisait plaisir qu'il eût quelque chose de moi. Et je comprends qu'il y ait des femmes qui se tuent ou de travail, des femmes qui se vendent aux passants la nuit sur les trottoirs, des femmes qui volent, des femmes qui tuent, afin de rapporter un peu d'argent et de procurer des gâteries au petit homme qu'elles les aiment. Voilà qui m'est passé par exemple. Est-ce vraiment cela m'est passé autant que je l'affirme. Hélas, je n'en sais rien. Il y a des moments où devant un homme je me sens si molle, sans volonté, sans courage et si vache. Ah oui, si vache. Madame ne tarda pas à changer d'allure vis-à-vis de moi. De gentille qu'elle avait été jusqu'ici, elle devint dure, exigeante et tracassière. Je n'étais qu'une sotte. Je ne faisais jamais rien de bien, j'étais maladroite, malpropre, mal élevée, publieuse, voleuse, et sa voix est si douce au début, si camarade,
prenait maintenant un mordant de vinaigre. Elle me donnait des ordres sur un ton cassant, rabaissant. Fini les séances de chiffonnage, de cold crème, de poudre de riz, et les confidences secrètes et les recommandations intimes gênantes au point que les premiers jours je m'étais demandé et que je me demande encore si madame n'était point pour femme. Fini cette camaraderie louche que je sentais bien au fond n'être point de la bonté et par où s'en est allé mon respect pour cette maîtresse qui me haussait jusqu'à son vice. Je la rabrouais d'importance, forte de toutes les infamies apparentes au voilé de cette maison. Nous en arrivâmes à nous quereller, ainsi que des harengères, nous jetant nos 8 jours à la tête comme de vieux torchons sales. Pourquoi prenez-vous donc ma maison cria-t-elle. Êtes-vous donc chez une fille ici? Non, mais ce toupet, je répondais. Ah, elle est propre, votre maison. Vous pouvez vous en vanter, et vous? Parlons-en, hein? Parlons-en. Vous êtes propre aussi, et monsieur donc, oh là là, avec ça qu'on ne vous connaît pas dans le quartier et dans Paris. Mais ça n'est qu'un cri partout. Votre maison, un bordel, et encore, il y a des bordels qui sont moins sales que votre maison. C'est ainsi que ces querelles allaient jusqu'aux pires insultes, jusqu'aux plus ignobles menaces. Elles descendaient jusqu'au vocabulaire des filles publiques et des maisons centrales, et puis tout à coup, cela s'apaisait. Il suffisait que M. Xavier fût repris pour moi d'un goût passager, hélas. Alors recommençaient les familiarités louches. Les complicités honteuses, les cadeaux des chiffons, les promesses de gages doublés, les lavages à la crème Simon, c'est plus convenable les initiations au mystère de parfumerie raffinée. Madame réglait thermométriquement sa conduite envers moi sur celle de M. Xavier. Les bontés de l'une suivaient immédiatement les caresses de l'autre. L'abandon du fils s'accompagnait des insolences de la mère. J'étais la victime sans cesse ballottée des fluctuations énervantes par où passait l'intermittent amour de ce gamin capricieux et sans cœur. C'est à croire que Madame Diou nous espionnait, écoutait à la porte, se rendre compte par elle-même de phases différentes que nos relations traversaient. Mais non, elle avait l'instinct de vice, voilà tout. Elle le flairait à travers les murs, à travers les âmes, ainsi qu'une chienne hume dans le vent l'odeur lointaine du gibier. Quant à monsieur, il continuait de sautiller parmi tous ces événements, parmi tous les drames cachés de cette maison, alerte, affairé, cynique et comique. Le matin, il disparaissait avec sa figure de petit faune rose et rasé, ses dossiers, ses serviettes bourrées de brochures pieuses et d'obscènes journaux. Le soir, il réapparaissait, cravaté de respectabilité, bardé de socialisme chrétien, la démarche un peu plus lente, le geste un peu plus onctueux, le dos légèrement voûté, sans doute, sous le poids de bonnes œuvres accomplies dans la journée. Régulièrement, le vendredi était toujours presque sans variante, la même scène burlesque. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans faisait-il en me montrant sa serviette. Des cochonneries, répondis-je en riant. Mais non, des gaudrioles. Et il me le distribuait, attendant pour se déclarer que je fusse à point et se contentant de me sourire d'un air complice, de me caresser le menton, de me dire en passant sa langue sur ses lèvres. Eh, elle est très drôlette, cette petite. Sans décourager monsieur, je m'amusais de son manège et je me promettais bien de saisir l'occasion éclatante et prochaine de le remettre vivement à sa place. Et après-midi, je fus très surprise de le voir entrer dans la lingerie où j'étais seule à revasser tristement sur mon ouvrage. Le matin, j'avais eu avec monsieur Xavier une scène pénible de l'impression n'en était pas encore effacée. Monsieur referma la porte doucement, déposa ses serviettes sur la grande table près d'une pile de draps, et venant à moi, il me prit les mains, les tapota. Sous la paupière battante, son œil viré comme celui d'une vieille poule, accouffée dans le soleil. Il était à mourir de rire. Célestine, dit-il. Moi, j'aime mieux vous appeler Célestine. Cela ne vous froisse pas? J'avais beaucoup de peine à ne pas éclater. Mais non, monsieur, répondis-je, en me tenant sur la défensive. Eh bien, Célestine, je vous trouve charmante, voilà. Vrai, monsieur? Adorable, même, adorable.
adorable. Oh monsieur, ses doigts avaient quitté ma main et remonté le long de mon corsage chargé de désirs, et de là, il me caressait le cou, le menton, la nuque, deux petits attouchements gras, mous et pianoteurs. Adorable, adorable, soufflait-il. Il voulut m'embrasser, je me reculai un peu pour éviter ce baiser. Restez, Célestine, je vous en prie, je t'en prie. Cela ne t'ennuie pas que je te tutoie? Non, monsieur, cela m'étonne. Cela m'étonne, petite coquine, cela t'étonne? Ah, tu ne me connais pas. Il n'avait plus la voix sèche, une bave menue moussait à ses lèvres. Écoute-moi, Célestine. La semaine prochaine, je vais à Lourdes. Oui, j'amène à Lourdes un pèlerinage. Veux-tu venir à Lourdes? J'ai un moyen de t'amener à Lourdes. Veux-tu venir? On s'apercevra de rien. Tu resteras à l'hôtel, tu te promèneras, tu feras ce que tu voudras. Moi, le soir, j'irai te retrouver dans ta chambre, dans ton lit, petite coquine. Ah, tu ne me connais pas, tu ne sais pas tout ce que je suis capable de faire. Avec l'expérience d'un vieillard, j'ai les ardeurs d'un jeune homme, tu verras. Tu verras, oh les hauts et grands yeux polissons. Ce qui me stupéfait, ce n'était pas la proposition en elle-même, je l'attendais depuis longtemps, c'était la forme imprévue que monsieur lui donnait. Pourtant je gardais tout mon sang-froid, et désireuse d'humilier ce vieux paillard, de lui montrer que je n'avais pas été dupe des sales calculs de madame et des siens, je lui sanglai en pleine figure ces mots. Et monsieur Xavier, dis donc, il me semble que vous oubliez monsieur Xavier? Qu'est-ce qu'il fera, lui, pendant que nous rigolerons à Lourdes, aux frais de la chrétienté? Une lueur trouble, oblique, un regard de fauve surpris s'alluma dans tous les ténèbres de ses yeux. Il balbutia. Monsieur Xavier? Eh oui? Pourquoi me parlez-vous de monsieur Xavier? Il ne s'agit pas de monsieur Xavier. Monsieur Xavier n'a rien à faire ici. Je redoublai de l'insolence. Votre parole? Non, mais ne faites donc pas le malin. Suis-je gagé, oui ou non, pour coucher avec monsieur Xavier? Oui, n'est-ce pas? Eh bien, je couche avec lui, mais vous? Ah non, ce n'est pas dans les conventions. Et puis, vous savez, mon petit père, vous n'êtes pas mon type. Et je lui éclatai de rire au visage. Il devint pourpre, ses yeux flambèrent de colère, mais il ne crut pas prudent d'engager une discussion, pour laquelle j'étais terriblement armée. Il ramassa avec précipitation sa serviette et s'esquiva, poursuivi par mes rires. Le lendemain, à propos de rien, monsieur m'adressa une observation grossière. Je m'emportai, madame survit. Je devine folle de colère. La scène qui se passa entre nous trois fut tellement effrayante, tellement ignoble que je renonce à la décrire. Je leur reprochai en termes intraduisibles toute leur saleté, toutes leurs infamies. Je leur réclamai l'argent prêté à monsieur Xavier. Ils écumaient. Je saisis un cossin et le lançai violemment à la tête de monsieur. Allez-vous-en, sortez d'ici tout de suite, hurlait madame, qui menaçait de me déchirer le visage avec ses ongles. Jouerai de ma société. Vous ne faites plus partie de ma société, fille perdue, prostituée. Vociférait monsieur en bourrant de coups de poing sa serviette. Finalement, madame me retint mes 8 jours, refusa de payer les 90 francs de monsieur Xavier, m'obligea à lui rendre toutes les frusques qu'elle m'avait données. Vous êtes tous les voleurs, criai-je. Vous êtes tous des maquereaux. Et je m'en allai en les menaçant du commissaire de police et du juge de paix. Ah, c'est du potent que vous voulez. Eh bien, allons-y, tas de fripouilles. Hélas, le commissaire de police prétendit que cela ne le regardait pas. Le juge de paix m'engagea à étouffer l'affaire. Il expliqua. D'abord, mademoiselle, on ne vous croira pas. Et c'est juste, remarquez bien, que deviendrait la société si un domestique pouvait avoir raison d'un maître. Il n'y aurait plus de société, mademoiselle, ce serait l'anarchie. Je consultai un avoué. Il me demanda 200 francs. J'écrivis à monsieur Xavier. Il ne me répondit pas. Alors je fis le compte de mes ressources. Il me restait 3 francs 50 et le pavé de la rue. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Je vous dis à la prochaine fois. Merci de votre attention. Ciao.